Donc aujourd'hui, on va parler comment on restaure un film, qu'est-ce que la restauration d'un film, jusqu'où on va. Et vous allez voir, donc ce sont des exemples. Il y a des micros dans la salle, surtout n'hésitez pas à me poser des questions parce qu'il y a des termes techniques qu'on a l'impression que nous connaissons par cœur, mais que vous, spectateurs ou étudiants en cinéma, s'il y en a dans cette salle. Est-ce qu'il y a des étudiants en cinéma? Non. Oui, d'accord. Que vous connaissez quelques termes. Donc voilà, n'hésitez surtout pas à m'arrêter. La chaîne de fabrication d'un film 35 mm, c'est quoi? Eh bien, c'est très simple, vous allez voir. C'est le tournage. Donc, c'est un réalisateur qui va commencer à tourner son film, qui va prendre, alors il faut changer de, hop, qui prend de la pellicule, ce qu'on appelle de la pellicule vierge, qui va imprimer, donc il va filmer tous les plans qu'il a besoin. Donc, ce sont des magasins dans les caméras de 35 mm qui sont des magasins de 10 minutes. Donc, toutes les 10 minutes, le directeur de la photo, son assistant, était obligé de changer le magasin, de mettre un nouveau magasin, et on tournait plan par plan. Il y avait des réalisateurs qui tournaient des fois 10 fois, 15 fois le même plan, d'autres qui tournaient en une seule fois. Ensuite, c'est quoi? On développe le négatif qui était dans la caméra. Donc le négatif cinéma de la caméra qui est développé, et ça c'est fait dans les laboratoires. Ensuite, une fois que ce négatif est développé, il y a un choix de prise qui est fait par un monteur. Vous voyez, c'est une vieille image que j'ai voulu vous montrer. Ce choix des prises, en général, après chaque tournage, les réalisateurs, les producteurs, les directeurs de la photo, le monteur, l'ingénieur du son se retrouvaient dans une salle et voyaient les rushs qui avaient été tournés la veille. Et puis il y a le montage, donc on colle le négatif, plan par plan, et on fait des collures, alors des collures au scotch, et puis des collures avec de la vraie colle, et puis il y a une collure qu'on appelle la collure avec un scotch américain, qui est un scotch plus épais, mais qui peut nous poser des problèmes aujourd'hui quand on fait des restaurations. Et on crée un négatif du film. Donc ça, si vous voulez, le film d'1h30, il peut y avoir entre 1500, 2000 plans. Vous avez à peu près sur, allez, l'exemple de 1500 plans, vous avez 1499 collures. Je dis bien 1499 collures. Si vous avez un film qui fait 2000 plans, ben vous faites, ça fait presque 2000 collures. OK? Une fois qu'on a fait ça, on se retrouve pour la restauration. Donc, on crée ce qu'on appelle un négatif couleur. C'est ça. Donc, ça, c'est ce qu'a voulu le réalisateur et qui est monté avec des collures. Ensuite, on fait ce qu'on appelle un interpositif. L'interpositif négatif, positif. L'interpositif, je ne parle que de la couleur là. L'interpositif était ce qu'on appelait la sécurité du négatif. Donc tout ça, c'est la sécurité, c'est le reflet. Comme vous voyez, là, c'est pas étalonné, là, c'est étalonné. On verra après ce que c'est l'étalonnage. L'internégatif, donc je répète, moins, plus, moins. Et le positif, 35 mm, que l'on avait dans les salles de cinéma. Nous sommes à la 4e génération. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans les années 70-80, les producteurs, en France notamment, il y avait ce qu'on appelait les salles de première exclusivité. Je ne sais pas si en Suisse ça existait, je pense que oui. On livrait les grandes villes. Donc qu'est-ce qui se passait? Ils ne se posaient pas la question. Ils disaient, on fait le négatif, on tire 20, 30, 40, 50 copies de ce négatif, qui est l'élément original du film, qui est quelque chose de très important. Et ces 50 copies étaient manipulées par des hommes et des femmes dans les laboratoires. On les démontait des machines de développement de tireuses, et puis on les envoyait dans les salles de cinéma, bobine par bobine. Un film, c'est à peu près
30 kilos, à peu près 6 boîtes. Un film d'1h30, 1h40. Et puis, le film ne marchait pas. On a arrêté. Fini l'exploitation dans les salles. Le film marche. Et à ce moment-là, on se posait la question. On faisait l'interpositif, on faisait l'internégatif et on faisait les copies positives. Et tout ça, il fallait aller très très vite dans les laboratoires. Et ça, nous qui sommes aujourd'hui en restauration, on a des négatifs qui sont très très abîmés. Non, oui, c'est ça. Ça, c'est la même chose, mais pour le noir et blanc. Donc, vous voyez un négatif. Non, ce n'est pas le même. Hop, pardon. Le négatif noir et blanc. On appelait ça le marron. Le marron, ne me posez pas la question, parce que je n'ai pas la réponse, mais ce sont mes prédécesseurs, nos vieux techniciens qui ont appelé ça un marron. Et c'était ce qui correspond pour la couleur à l'interpositif. Vous avez le contre-type, donc là, on faisait aussi, donc là, toujours moins, plus, moins, un contre-type qui correspond à l'internégatif pour la couleur, et la copie, 35 mm, qui partait dans les salles de cinéma. Pardon, j'ai 3. Voilà ce que l'on trouve dans une chaîne de la pellicule est constituée de toutes ces couches, couche d'abrasion, de l'émulsion, une couche adhésive, un support qui, lui, est le support de toutes les images, et une couche de produits anti-halo qui devait, en principe, empêcher les poussières de se coller sur les négatifs. Lorsqu'on tire un négatif, lorsqu'on tirait tous les plans dans les laboratoires, ce sont des gens qui travaillent dans le noir, juste avec une petite lumière, en blouse, comme si on est dans une salle d'opération. Et aujourd'hui, quand on restaure un film, ce qui nous pose le plus de problèmes, c'est l'émulsion qui disparaît, et c'est la couche, celle-ci, de produits anti-halo, qui nous pose des problèmes parce qu'elles disparaissent, et donc il faut recomposer tout ça. Et puis en fait, est-ce que c'est bon pour tout le monde, interpositif, internégatif? Je sais que c'est assez... Oui, monsieur. On conserve tout, monsieur. Le négatif, l'internégatif, l'interpositif, le négatif pour le noir et blanc, le marron, le contre-type. On conserve tout, heureusement. Parce que là, on ne serait pas en train de restaurer. Mais on va voir qu'est-ce qui se passait. Hop, 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 j'ai été trop vite. Ouais. La recherche des éléments, c'est quoi? Ce que vous voyez là, c'est une photo véridique. Je le précise bien. C'est une photo que j'ai prise moi-même dans les champignonnières à côté de Reims, d'un stock qui s'appelait les stocks des laboratoires GTC, où vous avez des bocaux, vous avez de la pellicule négative, vous avez de tout. Pourquoi, d'après vous? Pourquoi c'était comme ça? Pourquoi c'est dans un petit local? Il y en avait des centaines de baraques comme ça. Allez, je vous pose la question, d'après vous. Eh bien, mesdames et messieurs, les producteurs ne voulaient pas payer le stockage des films. Et donc, les laboratoires, ils avaient tellement de boîtes, tellement de pellicules de roche, qu'un film, il faut compter à peu près entre 30 et 40 000 mètres de pellicule lorsqu'on fait un film, à l'époque. Moi, j'ai fait des films avec un monsieur qui s'appelle Jean-Marie Poiré sur Les Anges Gardiens. Nous avions 200 000 mètres de pellicule négative, ce qui représente à peu près, en palettes, nous étions sur 150 palettes de chutes et de doubles de prises qu'il n'avait pas montées dans son film. Eh bien, les producteurs ne voulaient pas payer les stockages dans les laboratoires. Donc, ils les mettaient n'importe comment. Et puis, arrivent les années 90, 92, un grand laboratoire qui s'appelle Éclair, en France, décide de construire un stock et commence à venir voir les producteurs et nous dit on va facturer maintenant tout ce qui est dans les stocks d'Éclair. Et nous avons accepté, et j'en parlerai tout à l'heure, on va continuer. Voilà la recherche des éléments. Donc on a des gens chez Gaumont,
Je pense chez Pathé aussi, partout, dans toutes les sociétés de production qui font de la restauration, des personnes qui sont là pour rechercher le meilleur élément. Comme vous pouvez... c'est pas le bon. Il faudrait que je le mette quelque part. Ça, voilà, ce sont des boîtes qui sont retrouvées dans les vieux stocks, des boîtes rouillées, des boîtes très abîmées, toutes marron, toutes collées. À l'intérieur, vous avez des négatifs ou des interpositifs, donc c'est quelque chose de très important, mais voilà, on ne payait pas les stockages. Pareil. Et puis, j'ai mis cette image pour vous montrer quel est aujourd'hui un vrai stock de conservation des négatifs, des films, pour l'ensemble de la profession. Et en ce qui concerne Gaumont, nous avons construit notre propre stock dans les laboratoires Éclair. C'est un bâtiment que l'on a construit il y a à peu près 7 ans. On a construit nos murs, on a mis tout notre rayonnage comme ça. Si demain il y a un problème, ce stock appartiendra à Gaumont à la fin. Alors, je pose ça, bingo. L'inspection du matériel et l'expertise, c'est très important. C'est de retrouver le meilleur élément. Donc, on fait sortir des laboratoires le négatif, l'interpositif, l'internégatif pour la couleur. Je vais le répéter souvent, comme ça va rentrer. Et pour le noir et blanc, le négatif noir et blanc, le marron, le contre-type. Et puis, on a des gens qui sont dans les laboratoires et qui vérifient toute la pellicule. Vous voyez, une feutrine noire pour ne pas abîmer les images. Des gants, très importants. Parce que j'ai fait mon premier festival de Cannes, je suis arrivé, pour Gaumont, je suis arrivé dans la cabine à Cannes et je donne la copie 35 mm et je vois le projectionniste et il prend la copie et puis il commence à monter la copie sans gants. Je lui dis, mais on t'a appris à travailler où? Une copie se manipule avec des gants. Très important, même une copie positive comme le négatif. Et puis après, si vous voulez, on a un test, nos équipes disent le négatif est bon, le négatif n'est pas bon. Dans ces cas-là, on se rapporte à l'interpositif. Mais aujourd'hui, la plupart des films, nous arrivons à les scanner d'après le négatif. La préparation, c'est un moment très long dans une restauration. Vous avez déjà vu de la pellicule ou pas? Ouais. Qui a vu la pellicule? Ok. Qui n'en a jamais vu? Bon, bah, tout le monde. Ah, jamais vu de la pellicule. J'aurais dû en ramener. Alors, la pellicule, vous avez fait de la photo? Non, jamais de photo argentique, rien. C'est comme les petites boîtiers qu'on trouvait chez les marchands pour faire des photos, qu'on mettait dans nos appareils avec des petits bobinots, et puis on tirait 24 photos, 36, avec des sensibilités différentes, ce qui permettait de partir en vacances avec un sac plein de petits boîtiers Kodak, Fuji, Agfa. Et puis, voilà, donc il y avait des perforations également. Donc là, voilà, ça c'est un négatif qui a été abîmé, des perforations qui ont été déchirées à force que ce négatif soit passé dans les machines de projection, sur les projecteurs. C'était très abîmé. Là, c'est une déchirure. Vous voyez, une grosse déchirure. Et tout ça, c'est relevé par nos équipes, c'est réparé. Alors, comment on répare des perfos éclatés? C'est très simple. On prend la colleuse, on prend le scotch et on y va. Et puis, on répare. Et puis, afin de pouvoir scanner après les images. Là, pareil, il n'y a plus rien. Là, comme vous pouvez voir, vous avez une image ici, une autre ici, là aussi, et ici, il n'y a plus rien. Donc, on va recomposer cette image avec celle-ci. Bien évidemment, on a la chance d'avoir des copies, des fois, et même souvent. Donc, on compare s'il n'y a pas des erreurs qui sont faites entre la copie positive et le négatif. Pourquoi ça a disparu? Mauvaise condition de stockage. Pareil, là, vous voyez, tout ça est très abîmé. Il y a un peu de scotch qu'on voit. Et ça, c'est quelque chose qu'on rencontre très, très souvent lorsqu'on restaure un film avec le négatif. Comme je vous l'ai expliqué, nos producteurs
ben, faisaient pas attention aux négatifs. Et les laboratoires aussi. Hein. Et c'est pareil aux États-Unis, c'est pareil partout, hein, dans tous les pays du monde. D'après vous, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on a trouvé sur cette pellicule? Comment? Non. Un quoi? Non. Ah non, on n'avait pas le droit de fumer dans les labos. Ah non, non, c'est interdit. Un quoi? Ouais, un insecte. Une mouche. Une mouche qui s'est collée sur cette pellicule. Eh bien, comment on l'enlève? Eh bien, c'est très simple. On le scanne, et puis après, vous allez voir les machines qui l'enlèvent. Encore un négatif, là. Monsieur, excusez-moi. J'avais une question toujours à propos du scotch. Les films du début du siècle dernier, je crois que c'était de l'acétate. Je crois qu'il prenait feu. C'était du nitrate. Du nitrate qui prenait feu très, très rapidement. Oui. La matière adhésive des scotch professionnels dont vous parlez fonctionne aussi avec ces types de supports? Oui, il n'y a aucune réaction? Ça a toujours fonctionné avec le nitrate comme avec l'acétate dans les années 60. Absolument. D'accord, merci. Oui, oui, le scotch est universel. Là, pareil, si vous voulez, l'image un négatif qui est brûlé, qui a brûlé dans une projection. À l'époque, dans les salles de cinéma, il n'y avait pas des lampes dans les projecteurs. On travaillait avec des charbons, et des charbons qu'on allumait avec des briquets. Et puis ce charbon se consumait toutes les 20 minutes. Et puis au bout de 20 minutes, on changeait les charbons et on passait le film bobine par bobine, c'est-à-dire bobine 1 sur un projecteur, bobine 2 sur un autre projecteur, la 3 sur le premier, ainsi de suite. Et c'était des changements qu'on faisait à chaque fois de bobine, et à chaque 20 minutes, on changeait les charbons. Donc ça, c'est un négatif qui a brûlé, et les arcs, bien sûr. Et ça, c'est un négatif qui a brûlé dans une projection, sûrement. Pourquoi? On ne sait pas, je n'ai pas l'historique. Eh bien, ça va se réparer. Une fois qu'on a fait tout ce travail, et d'après vous, ça demande combien de temps? Combien? Bonne question, bonne réponse. D'après vous, en moyenne? Allez. Oui, un film d'1 heure et demie. Oui, je n'ai pas travaillé dessus, mais je peux vous dire, il est un peu plus récent, le Audiard. Non, disons pour des films des années 50-70, pour un film d'1 heure et demie. Rechercher l'élément, travailler, réparer, tout ça. Non, pas plusieurs années, madame. Heureusement, parce que sinon, aujourd'hui, j'en suis à 750 films restaurés chez Gaumont, on en a 1400. Je serais mort quand on finirait. Non, non, c'est entre 3 et 4 mois. Voilà. 3 et 4 mois pour dire on va numériser le négatif. Voilà. Il y a des films qui sont plus récents. Je suis en train de faire Le Grand Bleu de Luc Besson. Ça m'a duré 15 jours. Voilà. 15 jours pour rechercher le négatif. On sait où il est bien entretenu. Les Rivières pourpres, pareil, des années 2000, tout ça. Mais les vieux films, voilà, ça nous demande 3 à 4 mois. Donc là, c'est une machine de numérisation. C'est image par image. Ça, ce sont des machines qui sont des Arriflex. Et vous avez d'autres imageurs et tout. Donc, vous voyez, toujours le technicien avec des gants. C'est dans des chambres complètement isolées contre la poussière. Tout est nettoyé tous les soirs. Lorsque vous rentrez avec vos chaussures, il y a un collant pour enlever la poussière. Vous mettez les blouses et tout. C'est très, très important de faire attention. Et donc, à peu près, pour scanner un film d'1h30, c'est à peu près entre 4 et 5 jours. Uniquement pour le scanner, puisqu'on scanne image par image. Oui. Je veux bien prendre le micro parce que moi, je vous entends, mais les gens, peut-être. Ça va, on a encore 2 heures. Merci. Alexandra, j'ai 2 heures. OK. Le produit fini de votre travail de restauration, si je comprends bien, c'est un film en format numérique. Oui. C'est le film original réparé. Oui. Est-ce que vous en refaites encore une copie argentique également? Oui, monsieur. Oui, monsieur.
Je vais vous dire. Je l'ai dit tout à l'heure aux étudiants qui m'ont interviewé. La seule pérennisation d'un film, c'est la pellicule, c'est le 35 mm. Il n'y a que ça de vrai. Tout ce qui est numérique, on n'a aucun recul. Regardez vos écrans, regardez vos ordinateurs, regardez votre portable. Tous les 3 ans, vous changez, 4 ans, vous changez votre portable. Vous avez des photos, et puis par hasard, au moment où vous faites le transfert, il n'y a plus de photos. Le 35 mm, tant qu'il y aura de la pellicule, tant que Kodak fournira de la pellicule négative et de la pellicule positive, nous ferons, enfin, chez Gaumont, attendez, je parle pour Gaumont là, donc chez Gaumont, nous revenons du numérique, on refait un négatif 35 mm et nous faisons une copie pour vérifier si le négatif est bien. Une copie étalonnée, je vous expliquerai tout à l'heure qu'est-ce que ça veut dire que l'étalonnage, mais pour nous c'est très très important et je peux même vous dire, messieurs, dames, c'est que les films nouveaux, tous les films nouveaux qui sont produits chez Gaumont, on en fait entre 10 et 12 par an, dans les contrats de production, il est marqué retour au film, 35 mm, copie 35 mm. Et ça, c'est important. Et tant que je serai dans cette société, et je pense que mon président, Nicolas Sédou, sera pareil, que la nouvelle directrice générale, pareil, c'est le seul moyen de conserver. Le numérique, nous n'avons aucun recul. Aucun recul. Si, tous les fichiers numériques, vous pouvez les garder, mais il faut faire des migrations tous les 2 ans, tous les 3 ans. D'accord ? Vous savez, les banques, ils ont, avant, ils étaient sur des microfilms. Et puis dans les années 2010, 2011, 2012, ils sont passés sur le numérique. Vous savez sur quoi elles sont aujourd'hui ? Grâce à Kodak et à Fuji, ils sont revenus au microfilm. Banque de France est revenue au microfilm. Ils ont laissé tomber le numérique. Donc pour nous, c'est très important. Et même les films nouveaux tournés en numérique, retour au 35 mm dans le frigo, tranquillement. Comme ça, nos futures générations, 150 ans, peut-être 200 ans, il y a des progrès sur la pellicule, bien conservée. À l'époque, lorsque nous avons fait, nous, le guide de la restauration, on disait que c'était 100, 120 ans, 150 ans. Aujourd'hui, on peut dire que la pellicule, qui est une pellicule polyester, donc qui ne se casse pas, qui est moins fragile, je pense que dans 200 ans, les films d'aujourd'hui, dans 200 ans, nos arrière-petits-enfants pourront les voir. Oui ? Le fait de n'avoir plus qu'un type de pellicule, la pellicule Kodak, en lieu et mais place... c'était la meilleure. Voilà, je vous dis honnêtement, Kodak, la plupart des négatifs sont sur Kodak. Même à l'époque des... vous savez, lorsque le cinéma a été créé, les frères Lumière étaient très proches de Eastman, George Eastman, qui était monsieur Kodak. Léon Gaumont, son meilleur ami, c'était Eastman. Léon Gaumont, lui, plutôt, c'était quelqu'un qui était un ingénieur et donc il travaillait beaucoup. Et Kodak était vraiment, je dirais, le numéro 1 à l'époque de tout ce qui est pellicule. Après sont arrivés Fuji au Japon, Agfa dans les pays en Hollande. Agfa, c'est hollandais et allemand. Agfa Givaert, donc c'était allemand et hollandais. Donc voilà, mais oui, non, Kodak, la plupart des films ont été faits sur Kodak. Moi, je sais que j'ai beaucoup tiré. Alors, sur les films nouveaux, si vous voulez, à l'époque du 35 mm, il y avait des directeurs de la photo qui aimaient, ou des réalisateurs qui aimaient bien Fuji parce que la Fuji tirait un petit peu sur le vert. La Kodak tirait un petit peu sur le rouge et l'Agfa tirait un petit peu sur le bleu. Vous voyez ? Donc c'était voilà, le choix que voulaient à un moment donné certains directeurs de la photo ou réalisateurs. Après, les producteurs, je vais vous dire, ils ne s'en mêlaient pas de ça. C'était vraiment les directeurs de production. Une fois qu'on a numérisé, alors là, on va passer, voilà, numérisation. Donc voilà ce que c'est qu'une bobine. C'est pénible ce truc. On peut pas le mettre. Ah si, on va le mettre là. Pardon, excusez-moi. Voilà la bobine d'un film.
Là, c'est une bobine qui fait à peu près, elle doit faire 450 mètres, 500 mètres. En fait, dans les labos. Et puis là, vous avez, ça passait dans des bains pour nettoyer. Donc avant, après le scan, on reprend le négatif et on le renettoie pour essayer de mieux le conserver. Et une bobine, c'est à peu près 600 mètres. Donc 600 mètres, c'est à peu près 10 kilos, à peu près, un peu moins, 5 kilos. Donc ça, c'est carrément la bobine d'un film. Comment ? De diamètre, ben, la bobine, c'est 600 mètres. Et c'est ça, ça fait à peu près, c'est ça. C'est une bobine de 6, un peu moins parce que, vous voyez ce que je vois là, il doit y avoir 100 mètres, ça doit faire du 500 mètres. Ah, le diamètre. Non, je sais pas. Parce que, si vous voulez, le film était par bobine. Donc, la première bobine faisait 600 mètres, la deuxième faisait peut-être 500 mètres. Donc, 600 mètres, c'est 20 minutes. D'accord ? 500 mètres, c'est 17 minutes. Les bobines qu'on mettait dans les magasins des caméras 35 mm, c'était des 10 minutes. Donc, il fallait les changer tout le temps. Le diamètre, je ne sais pas, ça doit faire 40, 45, une boîte métallique, mais vous les avez là. On va revenir un peu sur le stockage. Non, si je me trompe, pardon. Voilà à peu près, vous voyez les boîtes que vous avez là. Ce sont des boîtes toutes de 600 mètres. Alors, il y avait des fois où les négatifs étaient des... Oui, c'est à peu près... Non, c'est moins. Ça doit faire 40 de diamètre. Mais s'il y avait il y avait des films où on mettait les négatifs que de 300 mètres. Dans les années 20, c'était surtout des négatifs que des petites bobines de 300 mètres, de 10 minutes. Et après, ça a évolué, on a évolué. Puis c'est bien pratique dans les salles de cinéma d'avoir des bobines de 600 mètres. Et quand vous avez un film qui fait 5 bobines, c'est 5, il faut monter le film, vous le montez tout le long. Est-ce que vous savez ce que c'est que l'étalonnage d'un film? Non, oui. La colorimétrie, c'est bien madame. Une professionnelle. Eh bien, c'est du Photoshop. Vous avez déjà fait du Photoshop chez vous? Sûrement. Donc, on met des couleurs. Et il y a 3 couleurs primaires dans le cinéma. Le rouge, le vert et le bleu. Et avec ceci, on fait ce qu'on veut. Et pour le noir et blanc, c'est les noirs, les gris et les blancs. Vous avez des films aujourd'hui en noir et blanc, tournés en numérique. Vous avez les blancs qui explosent. Je ne sais pas si vous avez peut-être vu les films récemment, des blancs qui sont très métalliques. En 35 mm, on n'a pas ce phénomène. Et puis l'étalonnage, là c'est un monsieur qui s'appelle Bruno Patin, avec qui je travaille depuis plus de 30 ans, qui est un fou de films de patrimoine, mais il faisait des films nouveaux. Et puis, quand on a commencé les premières restaurations en 2009-2010, il a arrêté de faire les films nouveaux. Il s'est consacré qu'à l'étalonnage des films anciens. Donc là, vous avez 3 boutons, le rouge, le vert, le bleu, et ici les boutons de contraste. Puis là, il a son petit écran de contrôle. Et puis là, on est dans une salle d'étalonnage, donc avec un écran qui est un peu plus petit que ça, qui n'est pas aussi grand, mais on est à peu près un écran de 7 mètres, 6 mètres. Voilà, et puis on regarde en direct, live, les couleurs ou le noir et blanc. Et la phase où je suis, moi, c'est que Bruno travaille seul pendant 2 jours, et puis parce que j'ai d'autres activités, et moi j'arrive et on fait les 3 derniers jours ensemble, et on fait plan par plan, et on respecte l'œuvre que le réalisateur a voulu, que le directeur de la photo a voulu, s'ils ne sont plus de ce monde. Par contre, si j'ai la chance d'avoir le réalisateur vivant ou le directeur de la photo, bien sûr qu'ils sont conviés. Je viens de faire un film avec François Lartigue. François Lartigue est le grand gibus dans La guerre des boutons, qui est un directeur de la photo.
Et voilà, on a passé pratiquement 7 jours ensemble à étalonner un film des années 90. Parce qu'il a compris que le numérique pouvait apporter d'autres choses et que le 35 mm et que la photochimie ne pouvait pas lui donner. Et donc, il s'est amusé avec le numérique. Mais bon, voilà, à un moment donné, c'est long. Voilà une image qui sort du scan, qui est brute. Donc, vous voyez les blancs comme on... Les blancs sont très explosés, il n'y a plus rien. Donc ça, c'est ce que reçoit Bruno et moi quand on a le film scanné, numérisé, dans notre station d'étalonnage. Et voilà, alors, pardon, peut-être vous ne voyez pas bien le contraste qu'on a récupéré, comme il y a là beaucoup de lumière, mais je pense que ça devrait aller. Vous voyez, les blancs n'explosent plus ici. Ici, on voit bien le détail de la broderie. Là, son crâne n'explose pas. Tout ça est un travail minutieux. C'est plan par plan qu'on fait. Vous rigolez? Ouais, c'est drôle. C'est amusant. Je vous jure, c'est amusant de faire ça. Donc, vous reconnaissez ce comédien. Vous savez quoi? Je vais me mettre là. Ça sera plus simple. Alors, Pierre Richard, sorti du scan. Et là, étalonné. Et alors, la première chose avec Pierre Richard, c'est ses yeux. Et quand je lui ai montré la restauration, il m'a dit « Comment tu m'as fait mes yeux ?» Je lui ai dit « T'inquiète pas, ils sont bleus. » Il me dit « Alors, maintenant, je peux te faire confiance. » Très important. Et donc, vous voyez, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on commence l'étalonnage, on se met en... Ah, pardon. On se met dans la salle de projection. On a toujours une copie qu'on a conservée chez Gaumont. On la visionne avec l'étalonneur. Et on se la regarde. Même si elle est abîmée, on s'en fiche. On la regarde et on voit ce qu'a voulu le réalisateur, ce qu'a voulu le directeur de la photo. Et pour nous, c'est très important de se remettre le film dans la tête avant de commencer un étalonnage. La restauration numérique, ce sont des hommes et des femmes. Là, je suis désolé, j'ai pris que des hommes. Ce jour-là, il y avait que ça. Qui ont c'est des ordinateurs, ni plus ni moins, et qui font tout à la main, et qui nettoient, qui font 7 à 8 heures derrière ces écrans, avec des pauses quand même, d'un petit quart d'heure pour prendre un petit café, il faut. C'est une image qui est complètement déchirée, mais il n'y a plus rien, il n'y a plus rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Et ça, c'est la même image qui est recomposée manuellement sur l'ordinateur que vous avez vu tout à l'heure. Et là, s'est posé une question. Qu'est-ce que c'est ça? On s'est dit, mais est-ce que c'est... À l'époque, il y avait des poinçons que vous allez voir tout à l'heure sur une photo. Et on se disait, mais c'est quoi ça? Et puis, en fait, l'image d'avant, c'est sa robe où il y avait un petit bouton. Mais une personne qui ne fait pas attention est capable d'enlever ce petit bouton et l'effacer et recomposer la robe telle qu'elle. Voilà une image complètement abîmée, complètement déchirée, plus rien. Alors, l'image d'avant était bonne, mais celle-ci, des fois c'est sur une image, des fois c'est sur 2 images, des fois sur 3 images. Et donc, là, ça va, ça vient. Et donc, l'image à droite qui est complètement restaurée. Pareil ici, là, qui a dit que c'était des abrasions tout à l'heure? C'est madame, je crois. Vous avez dit que c'est des champignons ou... Moisissures, voilà. Eh bien oui, le film a été attaqué par des moisissures, par ce qu'on appelle des champignons. Et puis, on l'a scanné, puis on l'a restauré. Et voilà, et l'image à côté est complètement... restauré, il n'y a plus rien. Vous pouvez voir ici, remarquer ici cette colure, qui est une colure du scotch, mais dans le temps, elle s'est affaissée sur l'image. Ici, c'est plein de moisissures. Il n'y a plus rien, il n'y a plus de détails, il n'y a plus rien du tout. Là, et puis là, c'est l'image restaurée. Alors, je pense que vous avez sûrement vu des films
ancien où on avait ici des ronds et ici des ronds, qui étaient les ronds de changement de bobine dans les salles de cinéma qui passaient la bobine 1 à la bobine 2, c'est-à-dire qu'on faisait le premier rond. Alors, soit on le mettait sur le négatif, soit on le faisait nous-mêmes en tant que projectionnistes, des petites croix blanches avec un petit rond, et qui nous donnait quoi? Ça voulait dire quoi? On faisait à 100 mètres de la fin de la bobine, on faisait un premier rond, et 10 mètres avant la fin de la bobine, on faisait un deuxième rond. Et lorsqu'on passait la bobine, dès qu'on arrivait au premier rond, on savait qu'il nous restait encore 100 mètres, on enclenchait le deuxième projecteur, on allumait la lampe, et dès qu'on voyait le deuxième rond, on basculait la bobine 2 sur le projecteur numéro 2, ce qui nous permettait de faire un enchaînement très propre. Après, on a monté les copies. Donc là, c'était plus facile. Bobine, une derrière l'autre. Et puis là, c'est quoi? Eh bien, lorsqu'un film voyageait à l'étranger, ça passait la douane. Et les douanes, pour montrer qu'ils étaient forts, mettaient un poinçon et ils enlevaient une image, un bout d'image. Je ne sais pas si vous pouvez vous imaginer. Ça veut dire que la plupart des films qui voyageaient, et puis comme on envoyait les négatifs, les producteurs ne se posaient même pas la question. C'est ça qui est terrible. C'est qu'on envoyait un négatif qui était le seul élément original. Et on l'envoyait des fois aux États-Unis, on l'envoyait des fois en Russie. Il y a eu des films qui sont partis en Russie pour ressortir là-bas. Et donc, ils ne se posaient pas la question. Et donc, on faisait ces ronds, ces poinçons de douane. Voilà encore une image complètement abîmée. Pierre Brasseur. Comme vous pouvez voir, c'est tous les points blancs. Alors, des poussières blanches. Alors, elles sont blanches parce que c'est le négatif. C'est normal que ce sont des poussières qui sont sur le négatif et qui sortent blanches. Mais quand vous êtes dans une salle de projection, quand c'est du positif, elles sortent noires. Donc voilà, elle a plein de petites poussières. Puis, hop, la magie, une image restaurée. Et puis, on fait attention. Regardez, je vais vous montrer un petit point là. Vous voyez ça? Quand on fait la validation de la restauration, nous, on ne voit pas ça. Nous, on voit ce qu'ont fait les équipes de restaurateurs, et ils nettoient tout. Et puis, quand vous êtes dans la salle en train de vérifier, tu dis, hop, stop. Là, je vois un truc, c'est quoi ça? Je pense que c'est une poussière, moi. Je n'ai pas le film par cœur, je n'ai pas les images par cœur. 24 images par seconde, donc il faut s'en rappeler. Et puis, le plan d'avant, il me dit, non, regarde, c'est le même truc, ça ne bouge pas. Voilà, il y a des fois des choses sur la restauration, il faut faire très attention de jusqu'où on va pour restaurer. Pareil, déchirure, abrasion, poussière, tout ça est quelque chose qu'on retrouve parmi tous les films, parmi tous les films qui sont restaurés, et c'est le travail déchirure, là, avec l'abrasion, des poussières noires, poussières blanches. Là, c'est des choses qui sont collées. Et l'image restaurée. C'est pas mal, hein? Ouais. Je voulais savoir si aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, ça permet d'accélérer le processus de restauration. Sûrement. Mais on ne l'a pas encore fait. Pas encore. Je pense qu'on... Pas demain, mais dans quelques années peut-être. Ouais. Moi, je dis dans 3-4 ans. Aujourd'hui, moi, j'ai vu des conférences sur l'intelligence artificielle, sur l'étalonnage, sur les effets spéciaux dans les films. On est encore un peu loin. Aujourd'hui, on est très loin. Et je pense que sur la restauration, je dirais dans 3-4 ans, il y aura des machines qui pourront effectivement nettoyer. Mais vraiment nettoyer, mais pas scanner.
Et il y aura toujours besoin des hommes et des femmes derrière pour l'étalonnage. Vous savez, à l'intelligence artificielle, vous n'allez pas lui dire vas-y, fais ton film comme ça. Non, il faut avoir vu le film. Il faut avoir... Si on a le réalisateur et le directeur de la photo, il n'y a aucun problème. C'est eux les ayants droit. Ou si on a un producteur qui est avec nous, il n'y a aucun problème. Moi, en général, je me tais. Non, c'est pas vrai, je ne me tais pas. Monsieur le Président. Donc, et c'est vrai que quand on restaure un film, vous avez besoin de l'œil. Et l'intelligence artificielle, je ne suis pas sûr, mais vraiment pas sûr, qu'on pourra lui dire, tiens, mets du rouge là, densifie, éclaircis et tout. Je pense, sur certaines choses sûrement, pour nettoyer cette image, oui, pour nettoyer cette image, sûrement, ça sera facile. Je suis d'accord. Sur l'étalonnage, moi, je suis moins convaincu. Voilà, ça c'est une belle image restaurée. Cas d'école, d'après vous? Le film de Maurice Pialat, Nous ne vivrons pas ensemble. Le film, je vais vous dire la vérité, le film est sorti comme ça en salle. Le film a été au développement, au tirage, le négatif a été abîmé, rayé. Toutes les personnes qui ont vu le film en salle, et moi je l'avais vu à l'époque en salle, ils ont vu ce plan rayé. Voulu ou pas voulu? Est-ce que c'est voulu par Maurice Pialat ou pas? Parce que je ne sais pas si vous remarquez, mais c'est bien droit. Hein. C'est quelque chose qui est très, très droit. C'est bien aligné. Alors, j'attends vos réponses. Oui ou non? Oui, madame. Qui a dit non? Qui dit non? OK. Qui dit oui? Équilibré. Eh bien non. En fait, j'allais demander, mais est-ce qu'il a laissé un message à quelque part? Est-ce qu'il a laissé un écrit? Est-ce qu'il a témoigné à quelque part si c'était voulu ou si c'était pas voulu? Bravo, madame. Eh bien non, il n'a pas laissé d'écrit, mais il me l'a dit. En fait, il était parti de ce monde déjà quand on a restauré le film, mais j'avais une relation un peu privilégiée avec Maurice, puisque j'avais fait avec lui Van Gogh, Satan, tout ça en post-production. Et je lui ai dit, écoute, j'ai un souvenir dans ma tête sur Nous ne vivrons pas ensemble. J'ai vu une copie, mais dégueulasse, tout rayé, tout bleu. Il me dit, oh, t'es un pauvre con, toi. Je dis quoi? Il me dit, mais c'est le labo. Et comme je n'avais pas le temps de retirer, j'ai dit, j'en ai rien à foutre, on sort comme ça. Au moment de la restauration, Maurice Pialat n'étant plus là, qu'est-ce que je fais, d'après vous? J'appelle sa femme, Sylvie Pialat, et je lui dis, qu'est-ce qu'on fait? Elle me dit, tu te rappelles le dîner ensemble? Je lui dis, oui, je m'en rappelle. Il me dit, alors tu nettoies. C'est l'ayant droit. Nous sommes ayant droit aussi, mais elle, c'est la priorité, c'est Madame Pialat. Donc on l'a restaurée. Et voilà l'image complètement refaite. Voilà, c'est ce qui sort dans les DVD sur aujourd'hui, dans toutes les projections. Mais si je ne discute pas avec un réalisateur, ou si on n'a pas ça, d'après vous, qu'est-ce qu'on fait? On pourrait faire quelque chose sur la déontologie. Jusqu'où, nous, restaurateurs, nous allons quand nous n'avons pas un réalisateur, un directeur de la photo ou un membre, un ayant droit qui est avec nous? J'ai des tas d'exemples comme ça. La guerre des boutons. Vous avez tous vu La guerre des boutons d'Yves Robert? Super film. Vous vous rappelez le début du film? Les colombes qui partent dans le champ, au tout début, après le générique. Sauf qu'en 35 mm, on n'a jamais vu un fil tout le long de l'écran. Je reprends mon petit truc. Je ne l'ai pas, la photo, parce que ça fait partie d'une autre masterclass. Monsieur le Président, peut-être l'année prochaine. Et ici, vous avez un fil qu'on ne voyait jamais en 35 mm, et les colombes qui étaient parties. Et ici, vous aviez un machinot qui a tiré le fil pour ouvrir la cage des colombes. Sauf que quand on a numérisé le film en 4K, on apporte plus de détails. Ce fil, je le vois. Qu'est-ce qu'on fait? On l'enlève ou on ne l'enlève pas? Eh bien, j'ai la chance de ne pas être tout seul, que Daniel Delorme est à côté de moi, et je lui montre la restauration.
Je lui dis, Daniel, qu'est-ce qu'on fait? On le retire ou on le laisse? Je dis, mais personne ne l'a vu. Je dis, oui, mais là, aujourd'hui, on le voit. Elle me dit, non, non, on laisse. Je dis, ok, un papier, tu signes. Bah oui. Eh oui, les visiteurs de Jean-Marie Poiret, restauration il y a 4 ans. Je ne sais pas si vous avez vu le film. Au tout début, le film est très vert, ce qu'on appelle, nous, sans blanchiment, c'est-à-dire en tirant le négatif, on a enlevé tout le nitrate d'argent dans le négatif. Il n'y a plus d'argent. Première bobine, 7e bobine. Lorsqu'on fait la restauration avec Jean-Marie, Jean-Marie est à l'étalonnage, moi je respecte son œuvre. Et je lui dis, viens valider l'étalonnage. Il s'assoit dans la salle, il me dit, c'est une connerie ce qu'on a fait en 93. Et vous pouvez me mettre de la couleur? Bah, je dis, bien sûr. Regarde, on va étalonner toute la première bobine et la dernière bobine. Va prendre un café, dans 2 heures tu reviens. Je dis, ok. Parti 2 heures après, il est revenu, il dit, bah voilà, c'est ça que je veux. C'était une connerie. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, il signe un papier. Parce que moi, dans 20 ans, dans 30 ans, je ne serai plus chez Gaumont. Mais si les ayants droit de Jean-Marie, ben voilà, ça fait partie d'une masterclass, messieurs, dames, que j'appelle la déontologie dans la restauration, qui n'est pas pareil, qui est plus axée sur jusqu'où, où et comment on restaure. Puis une fois qu'on a fait tout ça, eh ben on va en diffusion et en projection. Ce sont les films. Oui. Merci. Est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots sur le son du film? Comment le son est-ce que le son se dégrade? Où est le son sur la pellicule? Le son sur la pellicule, il n'y en a pas. Le son est toujours à part. Le négatif, il n'y a que l'image. Le son, nous avons un négatif son. Ou alors nous avons des magnétiques sons. Et le son, c'est travaillé dans des auditoriums de mixage. Et nous avons des machines un peu comme pour la restauration de l'image. On passe la bande, on écoute, et s'il y a des plops, des fréquences qui à l'époque étaient beaucoup dans les aigus, on les retravaille, on le refait à niveau, et on retravaille, on enlève tous les petits crachouillis qu'il y a sur le négatif son. Et on ne touche surtout pas à faire du Dolby Digital ou à faire Quand un film est en mono, on respecte l'œuvre en mono. En mono, ça veut dire que les voix étaient au centre. Quand on est en stéréo, gauche et droite, lorsqu'on a commencé à faire du Dolby A, on était gauche, centre, droite et un petit peu sur les ambiances. Et puis on est arrivé à du Dolby Digital, où vous avez le gauche, le centre, le subwoofer, les arrières et tout. Et puis aujourd'hui, vous avez du Dolby Atmos avec des salles, avec des plafonniers où vous avez des enceintes. En principe, c'est 55 enceintes pour une salle de cinéma en Dolby Atmos, si vous voulez avoir un bon son en Atmos. Donc si je comprends bien, le son se conserve beaucoup mieux que l'image. Oui. Et même en numérique. Nous avons, nous, des bandes 33-24 que nous pouvons relire depuis très longtemps. Et des négatifs sons qui datent des années 40 que l'on peut très très bien relire. Et parce que certains laboratoires ont gardé les machines pour relire. Après, on a fait des films sur ce qu'on appelait le numérique, les DAT ou les DA88. Et ça, moi, je les ai transférés sur de la pellicule, enfin, du magnétique 33-24. Donc là, on arrive à la diffusion et à la projection. Donc là, c'est le moment où vous avez une salle de cinéma avec une copie numérique. Quand tout à l'heure, je vous parlais d'une copie 30 kg, aujourd'hui, un film en numérique, c'est un disque dur qui fait 80 grammes. C'est super bien pour moi, mais c'est pas bien pour le reste. Non, en fait, c'est super parce que c'est pas lourd. Ça se transporte bien, ça s'envoie par satellite, ça se télécharge. Et puis, c'est la qualité du premier jour jusqu'au 4e semaine, 5e semaine, une projection en numérique.
Mais pour la conservation, comme je vous le disais tout à l'heure, non, ça ne se conserve pas. Un DCP, il suffit... En moyenne, nous changeons les DCP d'un film au bout de 5 voyages. C'est-à-dire quand on envoie une copie dans une salle de cinéma, que cette salle de cinéma l'envoie dans une autre. Au bout de la 5e, on demande à la 5e salle de nous renvoyer le disque dur et on relivre un nouveau disque dur pour les autres, ou par satellite, ou directement par la fibre. Le DVD, vous connaissez tous le DVD, le Blu-ray, donc voilà. C'est des moyens de diffusion. Ce qui a permis quand même, je pense, depuis 2009, sur la restauration, c'est que ça a permis à toute une génération de gens de revoir des vieux films, notamment les jeunes étudiants, et puis même nous tous, dans de bonnes conditions, quand les salles sont bien équipées, voilà. Mais c'est vrai que pour moi, la salle de cinéma, c'est le lieu idéal. C'est pas de regarder un film derrière un petit écran. C'est bien, le Blu-ray, c'est magnifique. Hein. Moi, j'en achète encore aujourd'hui. Mais vous voyez, l'émotion qu'on a aujourd'hui, là, il n'y a pas de film, mais quand vous êtes dans une séance de cinéma et que vous voyez un film, vous avez que s'il y a des gens qui pleurent, vous avez des gens qui pleurent, gens qui rigolent. Je parlais tout à l'heure avec Thierry Attier qui me disait, il connaissait un ancien directeur de Gaumont. Je lui dis, mais là, je le mets dans cette salle, je lui montre un film, même s'il suffit qu'il y ait une ou deux répliques drôles, toute la salle va se marrer, parce qu'il a un rire communicatif. Chez vous, c'est pas pareil. Oui ? À rajouter à ce que vous disiez, d'accord, il y a les gens qui sont autour, on peut faire venir les voisins pour visionner un film, mais c'est surtout la dimension de l'image. Quand un réalisateur fait un film, on a la largeur de vision humaine. Quand on est au cinéma, on n'a pas une vision totale de l'image. On va aller chercher des choses, et c'est le réalisateur. Si on regarde un film sur une image timbre-poste, que ce soit un téléphone ou même un petit téléviseur, on détruit complètement l'œuvre. Je suis d'accord. Bon. Heureusement qu'aujourd'hui, les vidéoprojecteurs commencent à être abordables. Heureusement qu'aujourd'hui, on peut mettre en place des installations chez soi, à condition que ça soit correctement étalonné. Mais bon, les choses commencent un peu à progresser. Vous savez, moi, je règle ma télé tous les 3-4 mois. OK ? Et c'est une télé à tube que j'ai. Je ne veux pas passer encore télé OLED et tout ça, parce que c'est atroce. Mais je la règle tous les 3-4 mois. Correctement étalonné, on arrive à des choses absolument merveilleuses. Alors, moi, il y a une chose que je n'arrive pas à comprendre, c'est pourquoi le format DVD, qui est pauvre en résolution, existe encore, et pourquoi on continue de sortir du DVD qui est totalement dépassé. C'est totalement dépassé. Le Blu-ray est devenu le... Non, croyez pas que ça soit dépassé. Aujourd'hui, vous avez soit 30% de personnes qui n'ont pas de lecteur Blu-ray. 30%. Je vous parle de la France, je ne sais pas en Suisse, je suis désolé, mais j'aurais dû regarder les chiffres. Mais 30% de Français qui n'ont pas de lecteur Blu-ray. Et c'est... Voilà. Et un certain nombre de films merveilleux qui ont été restaurés merveilleusement, ou même des petits producteurs, souvent sortent le film en DVD et pas en Blu-ray. C'est dommage. Alors, je ne sais pas si, je ne sais pas si en Suisse il y a des distributeurs, mais il me semble que vous avez quelques distributeurs qui font des films qui redistribuent des films de patrimoine. En France, nous avons beaucoup de sociétés. Nous nous sommes posé la question de est-ce qu'on va les sortir nous-mêmes, ces films restaurés ? Eh bien, ce n'est pas notre métier. Nos équipes de distribution, ce n'est pas leur métier. Donc, ce qu'on a fait, on donne à des gens comme Carlotta Film, à des gens comme Capricci, à des gens comme Malavida, et on leur donne 2, 3, 4 films, ce qu'ils ont envie de défendre et d'emmener les films dans les salles de cinéma. Comment l'équipe de distribution, on a tenté au tout début du numérique en 2012-2013, c'était pas notre métier, nos équipes de vente, c'était pas...
Il faut aller faire un travail en profondeur avec les salles de cinéma. Il faut aller faire un travail, déjà l'exploitant lui-même, pardon, le directeur de la salle, il faut qu'il fasse un vrai travail pour faire venir les gens voir des films de patrimoine. Et c'est grâce à des festivals comme ici que le patrimoine peut renaître, que les salles de cinéma pourront passer des films de patrimoine, parce que voilà, nous, on est confiant dans l'avenir. Oui, les films nouveaux, c'est magnifique, mais la mémoire du cinéma est importante, et quelle qu'elle soit, de n'importe... Vous savez, moi, je suis venu il y a quelques années, puisqu'on avait travaillé à l'époque avec M. Jean-Luc Godard, et il me disait, mais ces films, il les faisait qu'en France, quoi, très peu passés là. Donc c'est quand même en Suisse. Et aujourd'hui, son catalogue, je ne sais pas où il en est. Nous, on n'a que les films politiques de Godard. Donc on est tranquille, et Je vous salue Marie. Nous, ils sont tous restaurés. Donc on a des super coffrets. Mais bon, aujourd'hui, très peu de salles les passent. Des cinémathèques, vous voyez. Mais il y a je prends l'exemple des Tontons Flingueurs. Je pense que les Tontons Flingueurs de Lautner, c'est un film qui est... Il n'y a pas une semaine, il n'y a pas une salle de cinéma qui nous le réclame. Et là, on le fait en direct, parce que c'est facile. On n'a pas besoin... Il y a certains films, on n'a pas besoin d'avoir un distributeur. Mais par contre, les films comme les films de Louis Malle, eh ben, faire ressortir tous les films de Louis Malle, c'est un vrai métier, c'est un vrai travail pour les distributeurs. Et nous, on ne sait pas faire, donc on préfère donner la distribution à quelqu'un d'autre. Que c'est absolument merveilleux le travail de restauration qui est fait aujourd'hui. C'est merveilleux de retrouver nouvellement des coffrets, voire même des séries limitées. Il suffit de chercher un petit peu sur Internet. C'est absolument merveilleux ce qu'on peut retrouver aujourd'hui, et avec des qualités de restauration absolument fabuleuses. Merci beaucoup. C'est un bonheur. Moi, j'ai acheté le Blu-ray de Apocalypse Now, la nouvelle version. J'ai eu la chance de le voir sur grand écran à Bologne, au Festival de Bologne. Je peux vous dire que c'est une autre sensation, mais je l'ai à la maison. Le stockage et la pérennisation, donc on en a un peu parlé tout à l'heure, mais je veux bien continuer. Voilà aujourd'hui le stock de Gaumont. Voilà aujourd'hui dans quel état c'est. Je peux vous dire que c'est d'une extrême propreté. Tous les négatifs... Pourquoi il y a des boîtes en noir, des boîtes en jaune? C'est qu'à un moment donné, on a été en rupture de boîte. Ouais, c'est tout bête. Mais nous avons à côté des boîtes qui sont des boîtes en bleu, où là, on met les négatifs sons. Parce que les négatifs sons, puisque madame, vous posiez la question, sont également stockés avec une température de 3, 3,5, et avec un taux d'humidité entre 30 et 35%. D'accord? Le magnétique est conservé dans des frigos à 12 degrés, avec un taux d'humidité de 40-45%, comme les internégatifs de ce que je vous disais tout à l'heure. Et ça, ce sont nos stockages numériques. Et, cher Président, votre film, la semaine prochaine, sera là, dans ces étagères. Eh oui, j'ai vu la copie 35 mm, pas le numérique, mais la copie, et le shoot seront là. Voilà. Le négatif sera là, et le shoot sera dans un autre, la copie sera dans un autre endroit. Eh oui. Et comme je le disais tout à l'heure, la seule vraie pérennisation, c'est la pellicule. Monsieur, vous vouliez poser une question ? Vous avez entendu ? Comment se prend la décision de restaurer un film ? Eh bien, ce sont les équipes commerciales de Gaumont. En 2009, on a eu des grandes réunions et ils ont décidé de restaurer les films, qui avaient un vrai potentiel pour la télévision et à l'époque, en 2009-2010, pour le marché du DVD et du Blu-ray qui est venu après. Et puis après, donc on a eu des plans la première année de 50 films à restaurer en 2009-2010. 2011, on a fait un plan de 150 films, 2011, 2012, 2013. 2013, 2014, 2015, on a fait un plan
là avec la première année seul Gaumont, la deuxième année avec la Caisse des dépôts et de consignation, qui est une banque qui nous a aidés, et les 3 autres années également avec eux, et avec l'aide du Centre national du cinéma, puisque tous les ans, jusqu'avant Covid 2019, l'aide apportée par le Centre national du cinéma en France était de 7 millions d'euros pour restaurer les films. Aujourd'hui, on est à peu près à 1,5 million d'euros. Donc, on se finance pratiquement tout seul. Pourquoi donc, les premières années, c'était les commerciaux, puis après, c'est créé quelques festivals de patrimoine, de restauration, Festival Lumière, Cannes Classique, Festival de l'Imagerie Retrovata à Bologne, ce festival ici même, par Vincent Pérez. Et à leur demande, on nous demande des fois de restaurer des films. On se dit, il faut restaurer 10 films pour nous. Voilà. Le Grand Bleu, parce que ça fait 88, voilà, on en est là. On est en train de restaurer tous les films de Besson, Nikita. On est en train de restaurer. On avait déjà fait Léon, mais c'était pas en France, c'était les Sony qui avaient voulu restaurer. Et là, nous, on va restaurer la version longue de Léon parce qu'ils ont fait que la version courte. Voilà, c'est demain les Louis Malle parce que c'est un catalogue qu'on a racheté qui était important à restaurer. Voilà, on essaye de restaurer. Aujourd'hui, on se dit 10 films et puis si demain ce festival ou Bologne ou Lyon nous demande, tiens, on fait une rétrospective. Cette année, c'est le centenaire de la naissance de Mastroianni. Donc, on a envoyé à tous nos clients, on a envoyé à tous les festivals en disant, on a des films Mastroianni, donc si vous voulez, on a des films restaurés. Allons-y. Vous voyez, il y a des équipes commerciales qui travaillent dessus. Et moi, je suis étonné, vous n'avez pas une question. Ah, c'est dingue. Et ben, j'ai l'impression que vous êtes comme... j'ai fait une masterclass chez Gaumont devant le personnel, puisque ça faisait un moment qu'on me demandait comme on a beaucoup de jeunes qui sont intégrés à la société, et il n'y en a pas un qui m'a posé une question. Et là, vous ne me la posez pas. Moi, je vais vous la poser. Combien ça coûte? C'est dingue, vous ne me le dites pas. Hein? Ah, tu aurais dû me prévenir. En moyenne. Ouais. Donc, je ne dis pas alors. Je ne dis pas. En moyenne, on est autour de entre 100 et 120 000 euros par film. Voilà. Et puis, il y a des films qui sont plus lourds. Quand vous restaurez Les Vampires de Feuillade 7 heures, ça fait cher. Judex, ça fait cher. Et puis, quand vous restaurez Le Grand Bleu, c'est moins. Parce qu'à l'époque, on avait fait attention. Moi, je commençais à peine à être directeur technique quand Le Grand Bleu était sorti, mais par contre, j'ai travaillé sur la version longue. Et j'ai dit, à partir de ce jour-là, on arrête les conneries, on ne tire plus les copies du négatif et on fait attention. Nikita, impeccable. Nikita, on doit être autour de 55 000 euros, parce que le film bien conservé. Oui, monsieur? Donc, par rapport à la période, ça veut dire que les films les plus récents, j'imagine qu'ils coûtent beaucoup moins cher quand même que les films d'il y a 70 ans ou oui, ainsi de suite. Tout à fait. Oui, oui. Parce que, si vous voulez, d'abord, on a payé les stockages des films. 2, on a pris des décisions de ne pas tirer beaucoup de copies du négatif. 3, nous, le principe, c'était vraiment maximum 5 copies, y compris dans les 5 copies du négatif, les 2 copies qui allaient dans un grand festival qui était ou Cannes ou Venise. Donc ça voulait dire qu'on tirait 3 copies du négatif, tout de suite après on faisait l'interpositif, la sécurité. Donc effectivement, des années 90 à aujourd'hui, enfin jusqu'en 2012, on pouvait, on peut dire que ça nous coûtera moins cher. Mais tout ce qui était noir et blanc, ça nous a coûté beaucoup, beaucoup.
Donc, avant, vous avez dit entre 120 000 et puis 100 000. Sur les derniers, est-ce que c'est aussi ce prix-là ou bien... Non, je vous dis, sur Nikita, on est à 55. À peu près, ça doit faire une facture de 55. Et sur le Grand Bleu, je crois qu'on est, comme le film fait 2h17, on est un peu plus, on doit être à 62. Voilà, bon, c'est des bricoles, quoi. Après, comme on est pardon l'expression, des personnes assez exigeantes avec le collègue quand on fait la restauration, la validation de la restauration de toutes les images restaurées. Moi, j'étalonne, donc je suis à l'étalonnage. Une fois que l'étalonnage est fait, les personnes restaurent. Et après, on fait, dans la grande salle, on vérifie la restauration et on est de personnes. Et tous les points qui restent, toutes les petites pétouilles, des fois c'est microscopique, je vous jure. On a le pointeur que j'ai là, on le voit, nous, on a l'œil. Et on leur dit, allez hop, il faut reprendre cette image. Donc, c'est un peu plus de temps pour eux. Mais nous, on ferme les enveloppes maintenant. C'est mieux. On dit, voilà, 50, 60, voilà. Mais oui, c'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent. Et si vous voulez, ce qui est plus... ce sont les petits producteurs. Moi, je pense toujours aux gens qui font des films d'auteur, qui ont fait des films d'auteur. C'est très, très difficile pour sortir 100 000 euros si derrière, il n'y a pas de recette, quoi. Pas des films qui sortent souvent à la télé. Oui. Combien ça coûte? Je pense que ça peut intéresser. Combien ça coûte à partir du moment où on a le film, qu'on l'a fait en numérique, pour faire, peut-être que tu l'as dit, non, je l'ai pas dit. Pour faire une... Le shoot et la copie. Ouais. Aujourd'hui, on est autour en négatif. Le négatif, c'est-à-dire... Ou positif, je ne sais pas. Non, c'est un shoot négatif et une copie positive. Pour vous donner l'exemple... Donc du numérique, pour que les gens comprennent bien. Du numérique. Le film de Vincent, il a été tourné en numérique, projection en numérique, et nous avons fait donc le shoot 35 mm, plus une copie que j'ai vérifiée mardi en 35 mm, et ça nous coûte autour de 30 000 euros. Voilà. On doit être exactement, comme ton film est court, il fait qu'1h41, générique compris, on doit être à 27 000 euros. Mais la moyenne est entre 27 et 30 000 euros. Et ça, c'est ce qu'on demande aux producteurs de payer. Alors là, ça va, parce que c'est un film produit en interne, Gaumont, mais quand nous avons des coproducteurs, c'est 30 000 euros qu'on met. Mais aussi derrière, on leur dit que c'est leur survie de leur film. Parce que le numérique, ça ne se conserve pas. Je ne pense pas avoir parlé d'Intouchable, là. Si, j'ai parlé. Non. Ouais. Comme j'ai fait tout à l'heure un truc, c'est pour ça. Intouchable, le film est sorti le 2 novembre 2011. Le 30 novembre 2011, le laboratoire LTC à Saint-Cloud dépose le bilan. Donc les ouvriers sont en grève. Et nous sortons le film, moitié 35 mm, copie 35 dans les salles qui n'avaient pas fait la bascule au numérique à cause de 2009-2010 Avatar. Et l'autre moitié était les 200 salles équipées en France qui s'appelaient les salles du circuit CGR. Et puis je sors tous les éléments du film Intouchable. Et puis, après m'être battu avec la direction, et puis les gens qui étaient devant le pilier, je leur ai dit, écoutez, voilà, laissez-moi au moins sortir le numérique et le négatif du film, puisque nous étions en 35. Je sors le négatif, je sors le fichier numérique, je l'emmène au laboratoire Éclair. On commence à se mettre sur les machines numériques, la bobinant, nickel, toutes les métadonnées sont là, on retrouve tout. Bobine 2, plus de métadonnées, tout avait disparu. Bobine 3, bobine 4, nickel, bobine 5, plus rien. Plus rien. Le film est mort. Le film est mort. Je n'ai plus rien. Janvier 2012, je n'ai plus de film Intouchable. Sauf que j'ai le négatif du film. Et là, on rescanne le négatif. On est en 2012, on a déjà les scanners. On rescanne le négatif et on commence à refaire tout le travail. Et on repart sur le numérique et sur des copies. Et on commence à livrer le monde entier avec des internégatifs
qu'on leur envoie pour qu'ils puissent faire leur travail de distributeur. C'est pour ça que le négatif, je ne sais plus qui posait la question, enfin, le numérique, pardon, non, non, non. Tant qu'il y a de la pellicule, moi je conseille de mettre tout sur de la pellicule. Ça coûte cher, vrai. En plus, comme je vous disais, Kodak fait monter le prix, les matières premières coûtent plus cher, mais on n'a pas le choix. C'est ce qui se conservera le mieux. Absolument extraordinaire. Du coup, il me tend le micro parce qu'il est content que... il a un œil absolument extraordinaire, il voit tout, il a toujours raison. Avec la monteuse. Non, c'est-à-dire que c'est une science empirique et donc du coup on est vraiment ensemble. Moi c'est vraiment ma clé de sol et c'est vrai que c'était pour moi une expérience absolument magnifique de travailler avec André qui est vraiment qui a une science, la science de tout ce qui est post-production d'un film et donc voilà, je voulais simplement te remercier d'être là avec nous. Je suis trop content. Malheureusement, il faut que je me sauve. Je vais simplement dire ça. Et donc, vive la pellicule. Et vive le cinéma. Merci Vincent.